Bienvenue sur Africa 24. À l'approche du scrutin présidentiel en République du Congo, notre rédaction se mobilise pour suivre au plus près l'actualité de la campagne. Votre chaîne est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Devant les locaux de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo à Brazzaville, la situation sociale des travailleurs illustre des difficultés auxquelles sont confrontées certaines entreprises publiques. Les agents de la Poste affirment cumuler plus de 60 mois d'arriérés de salaire. Après plusieurs mois de mobilisation, ils ont récemment décidé de suspendre leur mouvement de protestation pour privilégier le dialogue social à l'approche de l'élection présidentielle. Dans tout ça, nous revendiquons les arriérés. Nous sommes à 63 mois d'arriérés. Nous revendiquons le mauvais management de la structure. Nous revendiquons les reclassements arbitraires. Parce qu'il y a eu des reclassements qui étaient arbitraires. Et nous revendiquons sur le paiement au prorata. Mais pourquoi pas, nous aussi, qu'on puisse aussi jouir au prochain mandat. C'est ce que nous souhaitons. Le nouveau président, on va l'accueillir, en tout et pour tout, mais qu'il puisse aussi regarder sur le problème de la Poste. Les agents dénoncent également ce qu'ils considèrent comme une mauvaise gestion de la structure, des reclassements jugés arbitraires ainsi que des différends autour de la banque postale dont la Poste est actionnaire minoritaire. Selon eux, une meilleure gouvernance et la récupération des dividendes liés à cette participation pourraient contribuer à redresser l'entreprise. Au-delà de la situation de la Sopeco, les Congolais interrogés dans ce micro-trottoir expriment des attentes plus larges. Beaucoup espèrent que le prochain président accordera une priorité au secteur social, notamment à l'amélioration du fonctionnement des entreprises publiques et au règlement des arriérés des salaires ou de pensions. Tout d'abord, celui qui sera élu, peu importe qui que ce soit, mais tout ce qu'on cherche, que les choses s'arrangent, qu'il y ait beaucoup d'améliorations, surtout dans le secteur public, les structures publiques, dans le secteur public, les sociétés qui ont des problèmes, qui ont beaucoup d'arriérés, que le mécanisme change, qu'on pense surtout à ça. Il faut voir aussi au niveau même de la retraite, de la pension, tout ça, c'est des choses qu'il faut arranger. Il y a beaucoup de choses. Surtout, il n'y a pas l'emploi, la jeunesse et les vieux souffrent. Et par exemple, les retraités, tant de mois, par exemple 50 mois sont impayés. Mais la jeunesse aussi, on cherche. Il y a ceux qui sont mariés, ils souffrent, mais le pays, un nouveau chef d'État, s'il peut regarder ces problèmes, ça sera bien. Entre chômage persistant et difficultés économiques, beaucoup espèrent que le prochain mandat apportera des réponses concrètes. Dans les rues de Brazzaville, un message revient avec insistance. Le futur président sera jugé sur sa capacité à améliorer les conditions de vie et à répondre aux urgences sociales des Congolais. La diversification de l'économie congolaise se concrétise avec les zones économiques spéciales. Cette initiative stratégique du gouvernement est destinée à réduire la dépendance au pétrole, qui représente 42% du PIB et 80% des exportations. Avec plus de 75% de la population active dans le secteur informel et un taux d'emploi de seulement 54%, les zones économiques spéciales visent à développer des activités hors hydrocarbures et à créer des emplois formels grâce à des infrastructures adaptées aux investisseurs. Le développement des zones économiques spéciales procède de la nécessité de doter le Congo de manière cohérente de projets structurants qui constituent l'ossature du plan national de développement. 4 zones économiques spéciales sont actuellement opérationnelles au Congo. La zone économique spéciale de Yo-Olombo, qui s'étend sur 760 hectares, est spécialisée dans l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Celle de Pointe-Noire, la plus vaste avec 3150 hectares, est orientée vers l'industrie lourde et la transformation agroalimentaire. À Ouesso, 64 hectares sont consacrés au développement des filières bois, cacao et café. Enfin, la zone de Brazzaville, couvrant 164 hectares, est axée sur la logistique et les énergies renouvelables. C'est la loi 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales qui permet l'organisation de ces zones économiques spéciales et qui a aussi attrait à leur régime particulier. De cette loi découle un certain nombre d'autres lois, dont une loi aussi que je citerai, c'est plutôt la loi qui crée l'agence pour la planification
la promotion et le développement des zones économiques spéciales. Les projets de zones économiques spéciales du gouvernement congolais visent à dynamiser l'emploi, accroître les exportations et consolider l'économie qui a enregistré une croissance modeste de 2,6% du PIB réel en 2024 selon la BAD. En avril 2025, le Sénat a adopté une loi modernisant le cadre des zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs. Le bassin du Congo, vaste forêt tropicale qui s'étend sur 6 pays d'Afrique centrale, est au cœur d'un débat mondial sur la préservation des forêts et le développement durable. Avec près de 300 millions d'hectares, il constitue le deuxième plus grand massif forestier tropical de la planète après l'Amazonie et abrite une biodiversité exceptionnelle ainsi que des services écologiques vitaux pour l'humanité. Les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Elles absorbent d'énormes quantités de CO2, influencent les cycles de pluie en Afrique et fournissent de l'eau, de la nourriture et des moyens de subsistance à des dizaines de millions de personnes. Aujourd'hui, le bassin du Congo est ce poumon de régulation mondiale. Le monde respire aujourd'hui à travers les poumons du bassin du Congo que nous sommes. Mais nous apportons simplement la vie sur cette planète Terre au reste du monde. Selon une récente estimation de la Banque mondiale, les services rendus par ces écosystèmes ont une valeur économique annuelle d'environ 1 150 milliards de dollars, soit presque 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Pourtant, les pays de la région n'ont capté qu'une fraction de ces bénéfices, environ 8 milliards de dollars en 2020, principalement via le bois, la viande de brousse et l'écotourisme. Malgré cette richesse naturelle, les défis restent immenses. La perte de forêts se poursuit chaque année. En 2024, près de 780 000 hectares de forêts primaires ont été détruits, l'équivalent de 4 fois la superficie de Douala. Nous revoyons notre contribution déterminée au niveau national tous les 5 ans, en conformité avec l'accord de Paris. Elle est révisée, on revoit nos ambitions à la hausse, mais pourtant nous ne sommes pas des émetteurs. Mais aujourd'hui, nous sommes assez structurés. Nous avons un fonds fiduciaire, le fonds bleu, pour le bassin du Congo. Une coalition de pays européens a annoncé un plan de 2,5 milliards de dollars pour aider à financer des projets de gestion durable et lutter contre la déforestation. Plus récemment, les 6 pays du bassin ont adopté des feuilles de route stratégiques pour accéder au marché du carbone, visant à transformer leurs forêts en moteur de croissance verte, d'emploi et de résilience contre le changement climatique. Pour les experts, la préservation du bassin du Congo n'est pas une simple priorité environnementale. C'est un impératif économique, climatique et social. Elle requiert des investissements durables, des politiques fortes et un soutien continu de la communauté internationale si l'on veut protéger l'un des derniers poumons verts de la planète. Des esclaves de Luango est l'un des sites les plus emblématiques de la traite négrière en Afrique centrale. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, la baie de Luango constituait un important point d'embarquement des captifs destinés aux Amériques. Conduits depuis l'intérieur des terres par des caravanes, les esclaves traversaient une allée bordée de manguiers avant d'atteindre la côte atlantique. Ce parcours symbolique, connu sous le nom de route des esclaves, demeure un témoignage poignant de cette période sombre de l'histoire. Luango fut jadis un seuil, le seuil du départ, le seuil de la séparation. D'ici, des millions d'hommes, de femmes, captifs ont franchi l'Atlantique. Ils ont quitté la rive de leur monde pour rejoindre l'inconnu, laissant derrière eux leur langue, leur Dieu, leur famille, mais emportant avec eux les mémoires du Congo et de l'Afrique. Pour renforcer cette valorisation historique, les autorités congolaises ont lancé en novembre 2025 la construction d'un musée de l'esclavage à Luango. Le futur édifice, d'une superficie d'environ 3300 mètres carrés, devrait accueillir des expositions permanentes, des espaces culturels, ainsi qu'un parcours mémoriel destiné à retracer l'histoire de la traite négrière dans la région. Notre mémorial, qui dresse fièrement sa posture, dominant l'environnement, est un complexe historico-culturel qui se veut multidimensionnel, avec une large palette de disciplines. Il servira d'instrument pour graver l'histoire sur la pierre éternelle.
Le site de Luango figure aujourd'hui sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre du programme international intitulé La route de l'esclavage, qui vise à préserver les lieux emblématiques liés à l'histoire de la traite négrière. Avec le projet du nouveau musée et la réhabilitation progressive de la route des esclaves, Luango pourrait ainsi devenir l'un des grands lieux de mémoire de la traite négrière en Afrique centrale, à l'image des sites historiques comme l'île de Gorée ou Ouida. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2026 au Congo. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.